Il a marqué l'histoire du journalisme de sport au Cameroun. Il a réalisé son rêve d'enfant. Jean Lambernan nous plonge dans le rétroviseur de sa vie dans le gros plan. Quelle est la place des fictions locales dans nos chaînes de télé? Parole aux diffuseurs, aux acteurs, aux producteurs et aux réalisateurs dans le Zoom. Pendant 2 jours, caméra en immersion au sein de la rédaction du journal L'Œil du Sahel. Document exclusif dans le making-of. Et en fin d'émission, le zapping radio, télé et web. Alors, ne zappez pas. Travelling, c'est tout de suite. 5, 4, 3, 2, 1, ça tourne. Bienvenue à Yaoundé by Night, bienvenue à Travelling by Night. Lumière sur les fictions à la télé. Ruby, El Diablo, beaucoup de jeunes téléspectateurs camerounais s'identifient de plus en plus aux acteurs de ces séries occidentales. La diffusion intense de ces productions étrangères sur les chaînes locales et du câble y est pour beaucoup, malgré la norme qui demande de privilégier les productions nationales. Pourquoi les fictions locales semblent-elles marginalisées? Quel est l'état d'esprit des cinéastes face à cette situation? Comment y remédier? Réponse dans cette enquête qui est loin d'être une fiction avec Romuald Akowazoé à l'écriture, Christian Boadier et Georges Méli derrière la caméra, Franck Bocali au montage. Silence! Ça tourne! Action! Mais nous pensons que la fiction locale est capitale. Si on accordait donc aux réalisateurs camerounais une tranche aussi tous les jours, ce serait pas mal. On est largement en retard. Il y a problème. Un problème de production. Il faut une volonté politique. Les télévisions africaines en général, généralement n'ont pas de budget pour acheter des films. On a le sentiment qu'on est là pour abuser la galerie. Pourquoi toujours aller seulement acheter ailleurs? Waouh, drôle de question. Il faut voir dans la même direction. Nous ne sommes pas les derniers, c'est faux. Il faut un élan national. Parce que nous pensons justement... Ce qui est important, c'est qu'on nous mette au cœur du jeu. C'est un peu ça. On peut y arriver. Manuela rime avec telenovela. Le film de ses journées à Yaoundé s'achève souvent devant son petit écran. Toujours à l'heure, au moment de passer d'une chaîne à une autre. Objectif, admirer les aventures de ces héros venus d'ailleurs. Cette jeune fille fait partie des multiples téléspectateurs camerounais abonnés au cinéma étranger à la maison. Pourquoi les productions camerounaises ne constituent-elles pas la priorité de la plupart des chaînes de télévision locales? Comment les producteurs se battent-ils pour ne pas disparaître des écrans? Quelle est l'importance de leurs films dans la construction du pays? Enquête sur un phénomène où la fiction locale s'étonne de certaines réalités liées à sa présence dans les télés du pays. Zakougla est une actrice cinéaste en colère. Elle est obligée d'enchaîner les petits boulots pour vivre alors qu'elle produit des films depuis une quinzaine d'années. Pour elle, les chaînes de télé locales n'aident pas beaucoup les cinéastes. Tu vas prendre une chaîne comme, je ne vais pas citer, 18h, on les appelle les Brésiliens, 18h30, les Égyptiens, 19h, les machins, 20h. Tu vas alors voir à quelle heure on met nos films. 22h30, 23h quand les gens dorment déjà. Les rediffusions, c'est les 7h, 8h quand les gens sont déjà dans leur bureau. Les responsables des chaînes de télé admirent les efforts des cinéastes dans la quantité de leurs œuvres. Mais nous pensons que la fiction locale est capitale
parce que notre chaîne de télévision se veut pour mission de faire la promotion de nos cultures. Il n'y a pas un quota proprement désigné et, j'allais dire, qui ne s'intéresse qu'aux fictions. Nous sommes en train d'utiliser les quotas qui appartiennent aux quotas culturels de façon globale, qui établissent pratiquement du 80-20. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'un pourcentage de 80% on puisse avoir justement une vitrine culturelle de chez nous. Canal 2 International avait participé à l'évolution du cinéma, entre guillemets, puisque la chaîne a commencé par le cinéma et la musique. Seulement au fil des années, les espaces ont été complétés et il y a eu plus d'émissions de télévision que de fiction. Mais concernant la qualité, c'est une autre affaire. Beaucoup trop d'amateurisme. Parfois, c'est triste de regarder certaines productions. C'est tellement théâtral. Petit, mais dépêche-toi, ton oncle s'impatiente. On n'entre pas beaucoup dans le jeu de l'acteur. L'acteur, puisque les productions de chez nous s'inspirent dans la plupart des cas les réalités de chez nous. Mais c'est quand même incroyable de voir quelqu'un qui ne peut pas dire de façon naturelle « Bonjour mon frère ». On s'est rendu compte que malheureusement, il y a beaucoup de travail encore à faire au niveau de la réalisation. Et on a interpellé ces personnes pour leur dire que leur série n'était pas au point. Pourtant, pour produire un film, une fiction, il faut du courage. Seule la passion de réalisateur-producteur maintient Alain Fonguet debout au regard de ce qu'exige la fabrication d'un film. Beaucoup d'argent, beaucoup de temps et beaucoup de talent. Il ne faut pas généraliser. Ce n'est pas parce qu'une production est mauvaise qu'on va généraliser. Il y a des bonnes productions. Il y a des gars qui se battent là. Il y a des gars, même avec le peu de moyens qu'ils ont, ils font de bonnes choses. Et qu'il faut d'abord avoir une idée. Ensuite, il faut coucher l'idée sur le papier. Il faut avoir un résumé. Et ensuite, il faut scénariser. Bon, forcément, ce n'est pas moi qui scénarise. Ce n'est pas nous, les réalisateurs, qui scénarisons. Nous faisons appel à un scénariste pour un scénariste dialoguiste pour faire le scénario et pour faire les dialogues. Voilà. Et ensuite, on passe à la production. On appelle des techniciens pour le tournage, techniciens, comédiens pour le tournage. Et ensuite, on passe à la post-production. La post-production qui est mon domaine, parce que moi, je suis formé en post-production, je suis devenu réalisateur. On passe à la post-production et après, on passe à la finalisation, étalonnage, mixage, voilà, et tout ce que ça comporte. Regardez-moi ces grands-pères qui passent leur temps dans les blablabla et les Congosa, alors que King Bell est en train de vendre le pays aux Allemands. Voilà pourquoi le cinéaste Jean-Pierre Bokolo est révolté par ce que proposent les chaînes de télé locales dans l'achat des films. Par exemple, on lui a proposé 400 000 francs CFA par épisode pour la diffusion d'une de ses productions. Il est si révolté par le prix qu'il n'a pas souhaité s'exprimer. De son côté, pour produire ses 3 séries, son long métrage et sa trentaine de courts métrages, Bikarata a dû marcher et transpirer jour et nuit pour trouver des financements tout seul. Contre toute attente, la chance lui a souri puisqu'une chaîne de télé locale a accepté de le soutenir cette fois-ci. Son cas est rare et il s'en réjouit. Je suis satisfait. Je suis satisfait parce que Vision 4 m'apporte déjà une contribution financière. Parce que je vous ai dit, pour produire une série, ça nécessite beaucoup d'argent. Ça nécessite beaucoup d'argent. Et si Vision 4, je profite l'occasion pour remercier Ernest Obama et le PDG Amugo Bilinga. S'ils ne m'avaient pas apporté cette contribution, on n'aurait pas pu faire cette série. Parce qu'aujourd'hui, je lance l'appel à tout le monde. Je dis aux gens, apportez-moi, j'ai besoin de soutien. Or, ce type de soutien est courant en Occident, où la fiction télévisuelle a trouvé ses marques dès les années 50 avec l'âge d'or de la télévision. Là-bas, séries, téléfilms, dessins animés, feuilletons, comédies de situation sont soutenus par les États et une industrie cinématographique de haut niveau. J'ai besoin d'un partenaire. Je veux dormir avec un homme, me réveiller chaque jour avec lui. C'était notre objectif d'amener donc le public, les téléspectateurs qui étaient habitués aux telenovelas, de voir également des séries camerounaises. Et on ouvre donc la fenêtre de 19h, en se disant que ceux qui aiment les séries
vont quand même regarder la camerounaise avant de tomber sur la mexicaine ou la brésilienne. Et c'est ce que nous avons fait pendant un certain temps. Fascinés par la qualité de ces grosses productions, les jeunes télévisions africaines en ont fait des rendez-vous incontournables pour leurs téléspectateurs. Dans la chaîne publique camerounaise, on a longtemps consommé Amérique du Nord et du Sud. Dallas, Dynasty, Santa Barbara, K2000, Mademoiselle, Isaora, Beverly Hills, Marimar, des exemples qui ont inspiré les chaînes privées locales. La preuve, beaucoup de jeunes Camerounais ont rêvé d'être un jour El Diablo ou alors No podemos subir a tu apartamento, un momento. Yo hablo y me voy. Les gens confondent beaucoup popularité et argent. Mais quand je demande aux gens, mais vous pensez que mon argent viendra d'où? Malgré cette concurrence rude, ajoutée à un contexte marqué par l'absence des salles de cinéma, les producteurs des fictions locales se battent pour rester à l'écran. Lobbying, conférences, festivals, plateaux de télé, ils multiplient les moyens de se faire entendre. Oui, j'ai le sentiment qu'avec le cinéma, on va changer le monde. Le cinéma contribue à changer le monde dans plusieurs mondes. Je pense que au lieu que les jeunes prennent par exemple des armes pour casser dans les pays chauds ou qu'ils se jettent à la violence, ils peuvent prendre une caméra pour pouvoir exprimer un sentiment, pour pouvoir dire ce qu'ils pensent, pour pouvoir proposer un monde meilleur. Le cinéma, c'est le rêve. On a besoin de rêver. Action! Pourtant, la valeur d'une fiction va au-delà du simple jeu d'acteur. Daouda Mouchangou le sait. Ce réalisateur camerounais est une référence dans le cinéma et la télévision. Ses 32 années d'expérience lui ont appris à prendre la fiction au sérieux, car c'est une question d'identité nationale. On est en retard par rapport aux autres. Il faut le dire. Il y a les fictions, les télévisions projettent, exploitent des films, mais combien? Et quelle qualité? Les fictions locales ne sont pas bien représentées. Et puis ce n'est pas la faute des télévisions. Il n'y a pas assez de production. Pour qu'il y ait présence dans une chaîne, il faut qu'il y ait de la production. Et il faut une production de valeur. Il y a problème. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il y ait ces productions-là? Je crois pour ma part que ça ne peut pas s'improviser. Il faut une volonté politique d'abord, une vision politique, et puis la mise en place des mécanismes qui peuvent conduire à l'émergence d'une vraie production nationale. Tu t'en vas? Oui. Avec tes valises? Avec mes valises. Et où est-ce que tu t'en vas? À la cité. À la cité. Donc il faut organiser le secteur. Et j'invite nos papas bamiliqués de ce pays-ci, qui ont assez de moyens et qui maîtrisent l'économie, de nous faire confiance. On peut rapporter les dos, comme on dit au quad. On peut rapporter les dos et conquérir le monde. Comment tu cries le nom de l'enfant comme ça? Tantine, tu ne connais pas la nouvelle. Il y a quoi? Blandine est partie en bain hier soir avec son blanc. Ne me dis pas ça. Il faut soutenir et nous devons soutenir, nous nous engageons à soutenir la formation à la base des acteurs, la formation à la base des techniciens. Comment toucher les gens pour leur dire revenez demain? On a ce problème, le suspense de fin d'épisode, les histoires, comment amener les gens à les suivre, à en être fous comme ça l'est pour les telenovelas. On a ce problème. Les gens ne sont pas fous de nos séries. Et je pense qu'à force de voir un peu comment les autres s'y prennent, et quand je parle des autres, je parle naturellement de l'Amérique latine,
Je pense que nos réalisateurs, s'ils veulent faire des séries parlant d'amour à l'eau de rose, ils devraient, pour avoir le maximum d'audience, essayer d'amener les gens vers cette façon de faire. Donc, si tu vas utiliser le parfum qui est monté dans l'avion, ma copine, waouh, merci. Tu vas... Qu'on essaye un peu, qu'on arrête un peu ça, qu'on nous donne un coup de main. Vous avez les talents dans votre pays pour tous ceux qui vont regarder l'émission. Parce que chaque fois que je parle, vous faites comme si vous ne comprenez pas. Faites quelque chose pour la culture camerounaise, surtout pour le cinéma. La production des œuvres, la production des fictions, ce n'est pas seulement l'affaire du producteur. Ce n'est pas l'affaire des chaînes de télévision, ce n'est pas l'affaire de l'État. La production des œuvres, c'est une affaire de tout le monde. Quand ils vont au Nigeria, ils achètent. Mais quand ce sont les productions locales, on nous propose de l'argent des cacahuètes. C'est ça le problème. Bon, comment on va éclore? Comment la production du pays va éclore? Comment la production locale va éclore si on n'a pas d'argent pour produire? Je pense que les chaînes de télé au Cameroun doivent mettre une politique d'achat, une vraie politique d'achat. Hein? Il faut un élan national. Donc là, le chantier est vaste, mais il ne faut pas se décourager. On peut y arriver, à condition que chacun y mette un peu du sien. Ainsi, Manuela commencera certainement à s'intéresser aux films du pays devant sa télé. Elle le fera parce que l'ensemble des protagonistes auront mis fin aux scènes les plus regrettables de l'histoire des fictions locales. Coupé. 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 Allez, coupé. Coupé. En peu de temps, il a su s'imposer dans la sphère médiatique camerounaise. Ceci grâce à son sérieux, à son professionnalisme. L'œil du Sahel a un regard spécifique sur l'actualité dans le Nord Cameroun, où se trouvent ses bureaux. Et une direction générale ici à Yaoundé, où nous avons passé 2 jours pour voir, savoir comment se fabrique ce journal. L'œil du Sahel, 2 jours d'immersion, reportage de Stédom, Romuald Akoazoé, Brice Fotso, Georges Méli, Christian Boadier et Franck Bocali. L'œil du Sahel est né en juillet 1997 parce qu'il y avait un déficit d'information sur le Nord Cameroun. Et il y avait aussi un besoin de la population du Nord Cameroun de s'informer sur ce qui s'est passé dans le reste du pays. Nous sommes restés fidèles à notre ligne et nos ventes ont augmenté. Donc je pense que sur le plan éditorial, il y a une relative satisfaction, même si beaucoup reste à faire. Ce journal a rêvé il y a plus de 20 ans de relever le pari d'une information régionale de qualité, de séduire au-delà des seules frontières géographiques qu'il a choisies. Le Sahel était sa cible, mais il a touché bien au-delà. L'œil du Sahel, né hebdomadaire, il a évolué dans le temps pour devenir tri-hebdomadaire. Désormais, les lundis, mercredis et vendredis, le journal abreuve ses lecteurs de scoops, d'anecdotes, d'analyses, d'intrigues, mais toujours d'informations originales. De son positionnement éditorial au choix hétéroclite des professionnels qui le font au quotidien, malgré les aléas d'un environnement professionnel de plus en plus rude, la rédaction de l'œil du Sahel n'a rien caché. Des contraintes de distance entre le siège à Yaoundé et les correspondants permanents en région, du labeur que demande une information pointue et intéressante. 2 jours durant, heure après heure, l'œil de la caméra de Travelling a vu comment l'œil du Sahel se déploie pour produire son numéro 1022. Lundi, jour de conférence de rédaction pour la production de l'édition à venir. Ce sera pour mercredi. Le siège du journal se trouve dans un quartier de Yaoundé. C'est là que les équipes de Travelling sont attendues. À notre arrivée, à 8h45, une bonne partie du personnel est déjà en poste. Ici, on lit, on rédige, on prépare déjà les sujets pour la conférence à venir. Il est 9h10. Le coordonnateur du journal fait son entrée.
S'il paraît si pressé, c'est qu'il est au cœur de la conception, du contenu, de la discipline et de l'image du tri hebdomadaire. Il fait partie de la vingtaine de professionnels qui animent l'œil du Sahel jour et nuit. Des jeunes au profil divers. Je suis Yannick Yemga, journaliste, coordonnateur de la rédaction de l'œil du Sahel. Nadine Jamon, journaliste, reporter, chef des rubriques reportage et éducation. Olive Atangana, journaliste, secrétaire générale de l'œil du Sahel, chef de la rubrique santé. Florette Manédan, journaliste, responsable de la rubrique justice à l'œil du Sahel. Je m'appelle Kata Palaza, responsable des abonnements et de la logistique au journal l'œil du Sahel. « 16 minutes plus tard, la conférence de rédaction commence. L'équipe prépare une édition spéciale. Sujet important au menu, bilan des faits majeurs de l'année 2017 écoulée et grands enjeux de la nouvelle année 2018. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais donner la parole à chaque chef de rubrique pour qu'il nous dise quel est le contenu de cette page. La redistribution de 65 000 livres. Il y a la construction des salles de classe dans les camps des réfugiés. Quand je parle de secteur de l'éducation, qu'est-ce que je dois retenir pour l'année 2017 qui s'est achevée par exemple? Si on doit parler du Bleu Nord en général, on ne peut pas prendre un délégué régional. Toi tu parles du type qui a son école, il parle du groupe. C'est juste son école. Là je ne suis pas d'accord. Attends, quand on parle, on a fait une interview avec le délégué régional des enseignements secondaires de l'extrême nord. Il parle des enseignements secondaires dans l'extrême nord. Donc, ce serait donc mieux qu'on choisisse un syndicaliste, comme elle a dit, qui ne roule pas pour X ou bien pour Y. Mais maintenant, j'ai cherché les syndicalistes dans le Grand Nord, j'étais là-bas pour fouiller, pour aller collecter. Je n'ai pas trouvé. Les gens qui te donnent des chiens, on te donne un nom, appelle tel, il va te répondre, il te dit oui, je vais parler, après il parle pas. Mais entre un délégué régional et donc ton promoteur là, qu'est-ce moi j'ai pris promoteur parce qu'il représente l'enseignement privé. Non. Il ne peut pas d'abord son établissement. En tant qu'il y a les secrétaires à l'éducation. Mais là même ce que tu dis est même encore plus grave. Ce que tu dis est plus grave. On était en congé. Tu vas les trouver. Ce que tu dis là. C'est là qu'on prend dans le gouverneur. Nadine, ce que tu dis est même encore plus grave. Là, tu viens encore de tout gâter. J'ai parlé du trafic du don d'organes à Minganga, mais pour le cas de la rétro, bien sûr. Seulement, ici, la conférence de rédaction n'est pas le fruit du hasard. Pour l'animer et la tenir dans ces conditions, les conditions de préparation s'apparentent à celles d'un quotidien. Même exigence, même pression à soutenir. Une excellente journée. Merci. Et à demain. Bien relu. Non. J'insiste sur bien relu. Parce que... c'est bien relu. Non, j'insiste. On se connaît. Parce que vous envoyez parce que... Bien relu. Bon, bonne journée. C'était vraiment pressé de l'hiver. Quand nous ferons la conférence de rédaction de lundi, le journal est préparé lundi, mardi, certes. Mais il y a des sujets qui sont préparés longtemps à l'avance. À 11h20, la conférence de rédaction prend fin. Mais le travail se poursuit. Surtout que le journal traite des informations régionales. C'est le moment d'échanger via les réseaux sociaux avec les collègues dans la partie nord du Cameroun. C'est un peu spécifique chez nous parce que nous sommes un journal régional. Nous avons dans une partie de notre effectif qui est en région. Donc nous faisons une confé ici, mais nous faisons également une confé avec nos collaborateurs qui sont en région. Nous avons un forum WhatsApp qui nous permet de communiquer en temps réel. Adamawa, Nord et Extrême Nord, cette partie du Cameroun et son développement, voilà justement l'obsession de Guibaï Gatama, fondateur et directeur de publication du journal. Donc il fallait créer un lien, quelque chose qui
puisse en même temps apporter de l'information en provenance des régions septentrionales et également pour les gens qui habitent au sud et l'information du sud pour ceux qui habitent au nord. Ce lundi, la rédaction est quasiment vidée à 13h45. Divers reporters sont déjà sur le terrain pour collecter les informations. Mardi, jour de bouclage. Il est 8h46. Une partie du personnel prend son petit déjeuner à l'espace réaménagé pour les repas et les entretiens avec les sources d'information. Une quarantaine de minutes plus tard, Nadine Djomo, alias Madame Pression, s'en va en reportage. Elle traite d'un sujet lié à l'alphabétisation. En plus de sa nouvelle fonction de coordonnateur adjoint de la rédaction, elle est responsable de la rubrique reportage et éducation. De sa rigueur, elle veut faire une légende, dont elle se retrousse elle-même les manches pour descendre sur le terrain. Ok, on reste en contact alors, merci, vous passez une bonne journée. Avec lui, on parlait des ressortissants du Grand Nord qui sont formés au centre d'alphabétisation de la mairie de Yaoundé 5. À 11h05, Nadine est de retour à la rédaction. Au fil des minutes, toutes les énergies fusionnent. Le moment du bouclage approche à grands pas. Chacun veut donner le meilleur de lui-même pour cette autre édition du journal. Le temps est compté, l'efficacité exigée. Il est 13h, je suis en train de relire le reportage de Marie-Lucie. Elle a fait un reportage sur les déplacés internes qui vivent à Yaoundé. Il est 13h06 à ma montre et je suis en train de relire mon papier avec Nadine Djomo qui est chef de la rubrique reportage. Il est 13h passé de 10 minutes. Je suis en train de passer en revue les articles de l'année dernière. À 13h21 et je suis en train de peaufiner mon dossier de la rétro 2017. Donc, je suis 13h28 exactement. Je commence à peine mes articles sur la rétrospective de l'année 2017 dans le domaine de l'économie. Il est exactement 13h34 à ma montre. Là, je suis avec le chef de la rubrique économie. Étant embryonnaire dans le métier, je m'inspire toujours de ses écrits. C'est ce qui explique ma présence à ses côtés là maintenant. Là, il est 13h45 et je suis en train de lire un peu l'actualité en caricature du monde. Et là, on est aussi en pleine édition. On essaye de peaufiner un petit peu, comment je peux dire ça, faire une sorte de maquette en attendant que les éléments arrivent pour qu'on puisse les intégrer plus facilement. Alors là, il est 14h25 et en ce moment, c'est une période un peu très importante parce que je suis en train de relire les textes, je suis en train d'avoir une idée plus affinée de ce que sera le journal de demain. Maintenant s'annonce un moment clé, la conférence des titres. Ici, les équipes ont une exigence, trouver comment captiver l'attention du public dès la lecture de la une. Je propose que l'on donne la parole à chacun pour qu'il voie un peu comment on pourrait faire la une de demain. J'ai proposé un titre, Grand Nord, mémoire de 2017 et espoir 2018.
Donc pour résumer un peu tout ce qui est contenu, le mémoire 2017 pour la retro et la prospective pour les... Voilà. C'est à ça que c'est la conférence des titres, c'est pour apprendre à synthétiser. Un bon titre en presse écrite ne doit pas excéder 6 mots. Ne doit pas excéder 6 mots. Un bon titre. Et à la une, on est davantage exigeant parce qu'il faut tout de suite capter l'attention du lecteur. Après l'étape des titres, place à quelques corrections pour parfaire l'œuvre. Ne donne pas mal dans sa Puis, tout est accompli avant de se rendre à l'imprimerie. Là, il est 19h11 et on est au bout du processus. Donc, on va procéder aux dernières vérifications et je l'envoie au directeur de publication pour validation. Une fois que c'est validé, je vais demander donc à l'édition d'envoyer le journal à l'imprimerie. L'imprimerie, c'est à Douala. Sur ce, je vous donne donc rendez-vous demain en kiosque. Après chaque tirage, près de 5000 exemplaires attendent acheteurs dans les kiosques et abonnés de par le Cameroun et à l'étranger. Mais pour le management du journal, l'ambition est plus grande. J'espère qu'on pourra passer quotidien dans un environnement qui est plus apaisé, plus intéressant. Bien sûr qu'il y a d'autres ambitions, toujours être présent au nord, mieux couvrir cette zone-là, parce qu'après tout et avant tout, c'est d'avoir un journal. J'aime appeler le journal du village. Ce journal du village des populations du Grand Nord camerounais est un œil qui veut voir plus loin. Il a connu la soif, il a connu la faim, mais sa fin de réussite était plus forte. Inexorablement, il fonçait vers ce rêve de gamin qu'il a chéri, le journalisme de sport. Et il y a excellé. Ses faits d'armes, foufoufout, des Coupes d'Afrique, des Coupes du Monde, avec des commentaires atypiques, bref, une autre version du journalisme sportif. Aujourd'hui, loin des plateaux télé, il est retourné à l'administration sans éteindre la flamme du métier qu'il a hissé au sommet. Comment Jean Lambert Nang est-il parvenu à graver son nom dans la mémoire collective? Jean Lambert Nang, du rêve à la réalité. Un document exclusif signé Romuald Akowazoé, Georges Méli, Brice Fotso, Christian Boadier, Armel Manma et Franck Bocali. Il s'est approprié le commentaire et le récit sportif. Il fait partie de ces visages que la télévision camerounaise nous a donnés en entrée et qui sont devenus comme des meubles dans notre esprit. Toute la machine camerounaise semblait superbement huilée. Le sens de la formule, l'amour du travail bien fait. Pas facile de le faire jouer sur le terrain de la confidence. Homme public, il tient à sa vie privée. Il paraît inaccessible à première vue. Mais si vous avez du tact, du professionnalisme et de bonnes intentions, il se laisse découvrir. Face à nos caméras, Jean Lambert Nang dévoile sa riche expérience et ses leçons de vie. Il raconte comme jamais les vestiaires de ses 32 ans de carrière. Une enfance sans père comblée par une mère courage qui lui a tout appris. Une passion de journaliste née à l'âge de 10 ans sans jamais mourir. Un talent révélé par la force du travail acharné. Une célébrité fulgurante. Des traversées de désert. Son art de rebondir par la communication institutionnelle. Son caractère controversé. Ses valeurs familiales. Son regard sur le journalisme au Cameroun. Jean Lambert Nang commente les matchs de sa vie sans feinte ni dribble.
clap de début. Il est du genre à foncer droit au but malgré les obstacles. Sur le chemin de ses 55 ans de vie, Jean Lambernan a toujours suivi la voie de son cœur et est resté fidèle à ses convictions. S'il croit en lui-même, c'est parce qu'il sait d'où il vient. Je suis né à Douala, puis j'ai très vite été transporté dans un autre environnement, rural cette fois-là, dans mon village, dans la Haute-Sanaga, arrondissement de Minta. Toujours aller de l'avant, se surpasser, c'est un challenger. D'ailleurs, très tôt, il apprenait déjà aux côtés de son grand-père, polygame. Oui, 86 femmes, vous imaginez bien, c'était un roi. Et donc, un roi, un ancien combattant, à qui des épouses apportaient d'autres épouses, leurs propres sœurs, et qui a fondé une famille énorme. Et je crois que nous sommes de dignes descendants de ce grand-père-là. Digne descendant de cette famille-là, il a aussi vu sa mère se battre toute seule pour offrir des lendemains meilleurs à sa famille. D'abord ma mère, essentiellement, puisque je n'ai pas connu mon père, pas que je sois tombé du ciel. J'ai dû avoir un papa qui ne m'a pas reconnu et j'ai donc été entièrement à la charge de ma maman. Qui vendait du pata. Qui était une grande battante. D'ailleurs, elle avait pour petit surnom commissaire, c'est vous dire la poigne et l'autorité qui la caractérisait. Une femme de vérité, de justice, qui ne mâchait pas les mots et dont je pense être la photocopie crachée. Avant de devenir celui qu'il est aujourd'hui, Jean Lambernan était un petit garçon ordinaire qui cherchait ses repères. Et un jour, il trouve une passion, le journalisme sportif. Et même une vocation, pas seulement une passion, parce que depuis ma tendre enfance, je m'exerçais à singer les commentateurs sportifs que j'entendais à la radio. Après la demi-finale de la Coupe d'Afrique de 1972, qui est en échappé à Lorient. C'est presque à la fin du match et le Cameroun n'a pas encore réussi son but fatal du Congo. Capitaine V et ses coéquipiers ont pourtant tout donné. Voyez-vous, en 1972, notre pays a le privilège d'organiser la 8e Coupe d'Afrique des Nations. Je fréquente l'école qui est juste à côté du tout nouveau stade Omnisport que l'on nous avait fait croire qu'il s'appellerait Stade Olympique à sa construction. Et donc, j'écoute les matchs commentés à la radio par Abel Mbengue, Zakarinko et tous les autres. Et c'est cette année-là que j'effectue le voyage initiatique dans mon village. Et lorsque nous nous déplaçons pour aller vivre les matchs à 15 km de mon village, je m'improvise commentateur de ces matchs-là. La vocation se transforme en obsession. Jour et nuit, il ne rêve que de cela. Certains de ses proches en rigolent. Lorsque j'entre en 6e au collège de Mita, mon enseignant de français me demande ce que j'aimerais faire à l'avenir. Je lui dis, je serai journaliste. Il me dit, oh, tu rêves, hein, les journalistes, ils sont grands de taille, ils sont costauds, c'est pas de petites personnes comme toi. Apparemment, j'étais encore tout petit en 6e. Et je lui dis, monsieur, je serai journaliste. Il n'avait pas cru. Après avoir fait le lycée bilingue d'Essos, il m'a semblé que ma vocation, c'était de perfectionner les langues que j'avais apprises. Seulement, avant d'y arriver, le rêveur doit vaincre les galères du quotidien. J'ai fait 50 km à pied pour aller en vacances dans mon village, la distance qui me séparait de mon collège. Je venais avec un baluchon posé sur la tête qui contenait des bâtons de manioc et de la pâte d'arachide. Quand on a fait ce parcours-là 6 fois par an, à tous les congés et pendant les grandes vacances, quand on a vécu à Yaoundé, en se nourrissant difficilement, en attrapant les criquets au mois d'octobre et de novembre, quand on n'a pas eu de l'eau courante et que l'on s'est instruit à la lumière d'une lampe tempête, et quand on est directeur dans l'administration centrale au terme de sa carrière, on ne peut pas dire que le ciel n'a pas été tendre avec nous. Il a besoin de la même persévérance en 1982, alors qu'il affronte le concours d'entrée à l'ESTI
l'École supérieure des sciences et techniques de l'information à Yaoundé. On doit retenir 60 élèves. Je suis le 61e sur la liste et donc je ne perds pas espoir. Le jour de la rentrée, je croise l'actuel ministre de la Défense, Betty Assomon, qui me dit « Petit frère, moi je viens d'être reçu au concours de l'ENAM. Je crois que je vais partir et comme tu es le tout premier sur la liste d'attente, je crois que ta place est ici et je ne remercierai jamais assez le ciel de continuer de bénir cet homme qui a ouvert le chemin sur lequel je me suis engouffré et qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Veuillez veiller sur vos rêves, veuillez veiller sur vos rêves, veuillez veiller sur vos rêves, veuillez veiller sur vos rêves. De justesse, Jean Lambert Non est admis dans la prestigieuse école. Son rêve prend corps peu à peu. Caractériel d'esprit, il se soumet pourtant à la discipline imposée par la formation. Je ne réchignais pas parce que je me disais, mon Dieu, enfin je vais être journaliste. Et si c'est ça le prix à payer pour le devenir, autant m'y faire. Cette école était aussi pour lui le lieu de rencontre d'autres grands destins de l'environnement médiatique comme le sien. Ça c'est Barbara et toi, ça c'est Jean-François Nguégan, Jean Tangana, Ibrahim Daniel, Daïzal, Temken qui était à l'ouest, Lé Joseph. Veuillez veiller sur vos rêves. À l'école de journalisme, le rêveur passionné est orienté vers l'audiovisuel. Le choix de la télé arrive en fin 85, lorsque nous sommes donc reversés à l'unité de télé. Biitibi Sam, qui est un des responsables de l'unité, demande à nos responsables de l'ESTIC, où il enseignait lui-même, quelles sont les personnes les mieux à même de lancer le projet télé. Bon, c'est à l'ESTIC qu'on lui a donné nos noms et il nous a embarqués tout de suite, Beau Herbert et moi. Veuillez veiller sur vos rêves, veuillez veiller sur vos rêves. 3 ans après son entrée à l'ESTI, Jean Lambert Non revêt officiellement le manteau de journaliste. Nous sommes en 1985 et la télévision fait ses premiers pas au Cameroun. Puisqu'il est appelé à y officier, son passage au ministère de l'Information et de la Culture, devenu ministère de la Communication, sera de courte durée. On n'a passé que quelques minutes dans ce ministère parce que, je vous ai dit, on ouvrait l'unité de télé. Elle avait commencé sans nous au mois de mars parce que le RDPC naissant tenait un congrès à Bamenda. Et donc nos aînés s'y étaient déjà exercés, les Pigui, les Tchinje, les Ndongo, les Epoté, qui étaient sortis quelques années avant nous. À l'unité de télévision, le journaliste s'agrippe au sport qui l'intéressait depuis le début. Il ne lâchera pas le morceau pendant une vingtaine d'années. L'une de ses plus grandes fiertés, avoir créé le programme à succès Foufoufou. Foufoufou est né en 86 de la volonté du directeur général Etoga Eili de voir se densifier l'offre en programme. Malheureusement, au moment de présenter la toute première émission, je suis suspendu d'antenne parce que j'avais une liberté de ton et d'esprit qui ne correspondait pas à l'environnement socio-politique de cette époque-là. Et quand je suis revenu, c'est Pierre Lebon Elanga qui avait présenté les premières émissions. C'est pour ça qu'il y a souvent cette confusion entre qui a créé Foufoufou. Mais je dis bien que c'est moi qui ai créé Foufoufou. C'est un très grand professionnel et c'est un monsieur qui a une forte personnalité. Je dirais même que c'est une personnalité qui lui a parfois causé des soucis. Parce que si je prends juste un petit exemple, je suis le premier à présenter Foufoufou. Nous sommes en 1987. Le Foufoufou, c'est une création de Jean Lambert. Il se trouve tout simplement que quand on doit lancer Foufoufou, Jean Lambert est suspendu. Le sport sur CRTV, c'est la télé. Lundi, Foufoufou. Mardi, Linus Pascal Fouda, Emmanuel Jonas Kamal, Jean Lambert. Une équipe de choc pour un public de choc. Dans l'ombre, des hommes soudés pour vous servir. Le service des sports télé, la fureur de savoir, la passion de vivre.
En fait, c'est à travers ce générique fou que j'ai gardé en mémoire depuis plus de 20 ans, que je me rappelle encore de Jean Lambernan et l'impertinence. Et c'est cette impertinence qui me faisait rêver aussi. Je n'arrivais pas à comprendre que quelqu'un travaille pour la télévision nationale, qu'à l'époque, on estimait que c'est la pensée unique, arrivait quand même à critiquer le fonctionnement des institutions qui dirigent le sport et tout cela. Je trouvais ça tout à fait génial. Je me souviens de cette entrevue dans le bureau du directeur général de la CRTV de l'époque, le professeur Gervais Mendozé, où nous sommes convoqués, Jean Lambert et moi. Nous venions comme d'habitude de commettre un foot assez brûlant pour le gouvernement en place. Et M. Abel Bengue, qui était le chef de service des sports adjoint à l'époque, nous annonce que nous sommes attendus au 11e. Bon, on savait déjà ce qui nous attendait. Tout le monde nous laissait entendre que c'était fini. On monte au 11e comme des gens qui se dirigent vers le couloir de la mort. Nous arrivons au 11e, nous sommes reçus dans le bureau du directeur général de la CRTV qui nous sermonne vertement, qui appelle Mme Mendoa, qui aujourd'hui est vice-présidente de l'Assemblée nationale, lui demande d'apporter des parapheurs qui étaient déjà prévus à notre pour servir, nous desservir. Jean Lambert allait à Bamenda, c'était une affectation disciplinaire. Moi, j'allais à Maroua. Et puis, on s'est jeté un regard. Le DG a pris le bic, comme il le tenait, il a voulu signer. Et après, il nous a dit, mais qu'est-ce que je vous ai fait? Vous êtes pourtant mes fils que j'aime beaucoup. Madame, on doit rentrer avec ce parapheur. La prochaine fois, vous ne recommencerez pas? On dit, monsieur le directeur général, merci. Nous savons que une fois de plus, Jean Lambert et moi, on s'est jeté un regard, on dit qu'on revient de loin. Je suis tombée malade pendant la compétition. Nous faisions équipe pour la Cameroun Radio Télévision, la CRTV. Et on se trouvait, je crois, à Sousse. Les responsables de la compétition nous ont dit « Ah, c'est une maladie tropicale, dont le spécialiste se trouve à Tunis. » Monsieur Jean Lambert, non, et il permettra que je l'appelle ici, monsieur, à ce moment-là, d'évoquer ce souvenir. Il a laissé tout ce qu'il avait à faire. Il s'est senti tellement concerné. Il m'a pratiquement porté pour faire le voyage de Sousse à Tunis. Mais je rappelle que M. Jean Lambert a été là pour la télévision et moi pour la radio. Et que nous avons souvent, c'est peut-être de la cuisine interne, mais il y a cette saine concurrence. On se dit c'est la CRTV, mais chacun veut mieux faire, chacun veut un peu dépasser le don. À ce moment-là, pour lui, ces aspects professionnels venaient après les aspects humains. Autre souvenir marquant, la couverture de diverses compétitions internationales de football. Les 6 Coupes d'Afrique des Nations que j'ai couvertes, les 5 Coupes du Monde que j'ai couvertes, ce furent des moments de grand bonheur national. Mon baptême du feu, commencer une carrière en commentant une Coupe du Monde, je doute fort que cela soit arrivé à plus de 2 ou 3 personnes. En 90, je l'avais fait en 86, mais dans un studio, le studio de l'unité des télé. Coupe d'Afrique des Nations en Égypte, les communications ne passent pas entre l'Égypte et le Cameroun, et puis le directeur Ndiamba nous demande d'aller commenter les matchs sur le plateau. C'est peut-être ça qui a donné le sentiment que je pouvais commenter un match si les conditions étaient réunies, toutes les conditions, et je vais à la Coupe d'Afrique des Nations de 90, je ne commente qu'un match lorsque les Lions sont éliminés. Et ça fait l'unanimité que je devrais aller jusqu'à la Coupe du Monde. Et à la Coupe du Monde, c'est le paroxysme du couronnement avec les Lions indomptables qui atteignent les quarts de finale. Nous autres au micro, on a l'impression qu'on a tous marché sur l'eau grâce aux Lions indomptables. Oh, yeah.
on a perdu un soldat, dans tous les sens du terme. Marc-Vivien Fouet, qui a donné sa vie parce qu'il voulait que son pays aille en finale. Et il s'est sacrifié. Et il y a des signes qui ne trompaient pas lorsqu'il s'est écroulé. Et cette expression, elle est venue spontanément, pas pour amuser la galerie comme aujourd'hui, mais pour exprimer le sentiment profond que j'avais que quelque chose se tramait qui n'allait pas être de bon goût. Ceux qui ont connu l'homme et le professionnel se souviennent d'une personne humaine et très exigeante. C'est un monsieur extrêmement rigoureux, qui ne se pardonne pas lui-même de faire des erreurs, donc vous comprenez qu'il pardonne difficilement aux autres d'en faire. Le journalisme sportif télé au Cameroun doit beaucoup à Jean Lambert. Je crois que tous ceux qui s'essayent dans ce couloir-là font un peu du Jean Lambert. J'ai un peu du nom parce que je le regardais. C'est d'abord un professionnel de haut vol. Et je crois qu'il est jugé de loin. On le juge hautain, ce que moi je ne trouve pas. On le juge arrogant, ce que je trouve encore moins. Moi je pense qu'il faut toujours approcher quelqu'un avant de le juger. Je suis un journaliste travailleur. J'ai préparé chaque émission avec beaucoup de minutie, avec beaucoup de rigueur. Je me suis abondamment inspiré de ce qui se faisait ailleurs que j'avais vu et je ne voulais pas être le dernier de la classe. À force de bosser sans relâche pour être le meilleur, on le devient forcément. Et le succès appelle la gloire et ses tentations. Ça a failli me perdre. Et puis je me suis rattrapé. Je me suis dit, mais ce n'est qu'un théâtre. Et pourtant, le match de la vie télévisuelle de Jean Lambert Nan s'achève à CRTV comme un coup de tonnerre en 2006. Que s'est-il passé? Je pars de la télévision parce que déjà en 2004, je suis injustement accusé d'avoir célébré le maillot Kerele, l'unique, le maillot sans manche. Et d'un, et de deux, il arrive une nouvelle gouvernance à la CRTV dont les premiers pas ne rassurent pas. L'histoire nous donnera raison plus tard. C'était une espèce de moissonneuse faucheuse de tout ce que le régime précédent avait fait ou élevé comme personnage. Coup de bol pour le journaliste, un poste est ouvert à la Fédération camerounaise de football. Il postule et la chance lui sourit. Jean Lambert Nan devient ainsi directeur général de cette structure. Seulement, le match sera de courte durée. 6 mois, jour pour jour, pas un jour de plus, pas un de moins, simplement parce que j'ai amené des méthodes de gestion qui n'ont plu à personne. Ils étaient habitués à la gabegie, à la prédation des biens du football. Ils étaient habitués à se gaver sans limite, même quand ils n'avaient plus faim. Et puis, quand j'arrive, je constate qu'il y a toutes ces choses qui ne permettent pas au football de s'exprimer, et surtout aux acteurs du football de vivre du produit de leur travail. Ils ont vite compris que si je restais là, c'est eux qui finiraient par périr, et donc ils m'ont débarqué. Cette page de sa vie, le journaliste refuse de la tourner sans laisser un héritage pour les générations futures. Il grave cet épisode en publiant des Desperate Football House, 6 mois dans l'enfer de la FECAFOOT. Après qu'il m'ait débarqué, comme quoi j'avais essayé de distraire des fonds, je me suis dit il faut rétablir une vérité. Surtout que j'avais noté chaque jour passé à la FECAFOOT dans un cahier les moindres audiences que j'accordais, tout ce que les gens me rapportaient du comportement de tel ou tel, je l'avais consigné dans un livre. Je me suis dit j'ai là une mine qui va parler à ma place.
Il quitte cet enfer et se reconvertit dans la communication des administrations. Premier arrêt, le ministère des Travaux publics. Le ministre de l'époque m'avait demandé de venir faire ce travail-là. Je m'y suis mis avec la même passion. Puis, retour à la base, au ministère de la Communication. Je suis le responsable d'une direction dont la dénomination est tout un programme. Malgré ses fonctions de directeur central dans ce département ministériel, Jean Lambernon garde son âme de journaliste. Lorsque cela arrive de faire des productions pour ma direction, je reprends le crayon et j'écris des articles journalistiques. Et lorsqu'il jette un coup d'œil sur la pratique journalistique des médias, il a du mal à y trouver ne serait-ce que 5 modèles dans la jeune génération. 5 Peut-être n'en aurait même-il pas 2, parce que nous avons mal compris notre démocratie. Quand je dis nous, c'est nous les journalistes. Nous avons transformé la liberté de s'exprimer ou d'écrire en liberté de tuer, de tirer sur des cibles qui sont toutes trouvées, toutes désignées. Nous nous sommes transformés en snipers, en procureurs de la République, en censeurs, et non plus en cette lumière qui éclaire la société. Pour lui, les jeunes devraient s'inspirer de tous ces talents qui ont marqué la presse de leurs empreintes. Aman Mana, rebelle, bonne plume, ou Charles Ndongo. Le boss depuis qu'il a choisi la voie du journaliste politique pour exercer son talent, très grand journaliste. Sa vie personnelle reste fortement attachée aux valeurs familiales. C'est ma force. Moi, je suis famille. Je suis famille. J'ai beaucoup d'enfants. Je suis divorcé et je suis en quête d'une nouvelle épouse. Si vous avez des propositions, mais elle doit répondre à des critères que je me suis fait. Et c'est pour ça que je reste encore célibataire, parce que jusqu'ici, je n'ai pas trouvé de femme qui satisfasse à ces critères, qui ne sont pas ceux de richesse ni de fortune, mais à des critères qui sont spirituels et sentimentaux. Moi j'ai besoin d'amour, des bisous, des câlins, j'en veux tous les jours. Je suis comme ça. En revanche, Jean Lambernon assume complètement son caractère, souvent sympathique pour les uns et arrogant pour les autres. Je suis arrogant avec ce que je n'aime pas, avec ce que je ne connais pas. Ce qu'il préserve par-dessus tout, c'est sa relation avec Dieu. Le Seigneur m'a montré la difficulté progressive qu'il y a à atteindre le sommet. Les écueils, les obstacles, les sommets, les départs, les retours, il en a connu. Cet homme qui rêvait d'être un journaliste sportif mémorable peut être fier d'avoir laissé sa trace. Ce rêve de gosse n'était pas une illusion et lui-même n'a aucun regret. Jean Lambernon a surtout su garder une oreille attentive pour ce qui compte à ses yeux. Leçon apprise de sa mère, avec un objectif et de la détermination, tu peux te frayer un chemin pour ne jamais rester au banc de touche de la vie. Elle avait raison. Bonsoir, je suis Jean Lambernon, j'étais l'invité de Travelling dans Gros Plan. Je vous souhaite une bonne écoute des programmes et à la prochaine. Place à présent au zapping, télé et radio. Magnéto. Quelles sont les capacités techniques de ces ordinateurs chinois offerts aux étudiants camerounais? C'est le disque SSD de 32 gigas. Initialement, lorsqu'on va voir ça, on va dire 32 gigas c'est petit. Mais avec cette technologie, 32 gigas, ça fait 500 gigas dans l'ancienne technologie. Ce processeur a été fabriqué par Intel, qui est une société américaine, pour permettre aux étudiants camerounais de faire de la visualisation.
Est-ce que vous pouvez nous montrer un de ces ordinateurs Made in Rwanda? Comme vous pouvez le voir, la mention se trouve ici. Il fait combien de pouces? C'est le 14 pouces celui-là. Prix de la machine, 120 000 francs CFA. Oui, c'est vraiment l'illustre donateur qui est PB, président Paul Biya, et puis HEV, c'est Higher Education Vision. Sur place, il est visiblement fâché et suspend la distribution des tablettes aux étudiants. On ne mettra pas de tablettes à votre disposition. Ce n'est pas un droit. Même en France, aux États-Unis, on n'a pas mis à l'élection des étudiants des tablettes. On a mis des ordinateurs dans les écoles. C'est notre volonté. Mais vous êtes indigne de cela. Donc pour le moment, on suspend les tablettes jusqu'à nouvel ordre. Alors que les étudiants continuent à scander « Tablette, tablette !», le chef de l'État sonne la charge. Les étudiants qui sortent, soi-disant maîtrisards, ne sont même pas capables de faire une page sans faire de faute. Une envolée oratoire envahit la salle et Alpha Condé regrette l'ambiance électrique née d'une réclamation. J'ai été étudiant avant vous. J'ai été syndicaliste étudiant. Donc, vous pouvez impressionner vos professeurs, vos ministres. Moi, vous n'impressionnez pas, vous pouvez sauter jusqu'à demain. Ça ne fait ni chaud ni froid. Aïe aïe! Vous interdisez qu'on nous fabrique les fighters. Pourquoi? Stop, stop, stop. C'est ici, à Yaoundé, sur l'une des plus belles avenues du monde, que s'arrête ce voyage dans le monde des médias. Un merci spécial à Ulrich Niéguier, Alain Mwanguet et à toute l'équipe de C3A. Félicitations à notre follower le plus fidèle qui gagne ce t-shirt Travelling. Si vous aussi voulez voir votre nom affiché au prochain numéro, rendez-vous sur nos pages. D'ici là, la télé continue, restez scotchés. Pendant les jours que tu vis, est-ce qu'on se verra au paradis? Tu veux m'épouser? Est-ce qu'on se verra là-bas? Oh. Recherche la puissance, recherche la gloire, recherche le pouvoir que les autres t'acclament. Mais que te sert-il de gagner ce monde? Puisqu'un jour tu partiras, pense plutôt à ton âme qui se perd. Un jour glorieux, un jour merveilleux, un jour glorieux, un jour merveilleux, où le Seigneur descendra avec son armée derrière lui, et moi je marcherai près de lui. Hey, est-ce qu'on se verra?